Le début de cette plaidoirie, très souvent vous intervenez pendant que les avocats plaident. Je dois dire que je n'ai pas 30 ans d'expérience dans cette profession, mais c'est quand même la première fois que je constate cela parce que moi, à mon avis, lorsque l'avocat plaide, qu'il soit de la partie civile ou de la défense, c'est le moment le plus sacré de la défense pénale. Le moment où l'avocat exerce la plénitude de ses attributions en tant qu'avocat. C'est pas grave. Nous allons faire avec. Monsieur le Président, je voudrais commencer mon propos qui marque la fin des interventions des avocats de la partie civile en vous adressant des remerciements. Cela peut paraître assez étonnant parce que je dois dire que je n'ai pas été toujours d'accord avec certaines décisions de la Cour, mais cela ne m'empêche pas de vous remercier quand il le faut. En vous remerciant, je dois dire ceci. Il est vrai que vous, Président, vous ne constituez pas à vous seul la Cour. Vous avez à vos côtés vos deux conseillères avec qui vous constituez la Cour proprement dite. Mais en plus de ces deux conseillères, vous avez 4 jurés. 4 jurés qui représentent ce qu'on appelle les juges populaires dans ce dossier. Mais si j'ai tenu à vous remercier, c'est pour un motif, à mon avis, qui ne peut passer inaperçu. Je dois dire, Monsieur le Président, que dans ce dossier, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, très tôt, on a voulu placer ces débats sous l'angle ethnique. Sous l'angle ethnique, pourquoi? Parce que l'essentiel des accusés, la majorité des accusés, est constituée par des personnes appartenant à une communauté, tandis que les parties civiles exclusivement appartiennent à une autre communauté. De sorte qu'on a voulu très tôt présenter cette cour d'assises comme étant un affrontement entre deux communautés ethniques. Et je dois dire, Monsieur le Président, que d'ailleurs, même le positionnement des avocats au début de cette affaire était dicté par le sentiment ethnique, par le repli identitaire. Et cela n'a pas commencé par cette affaire. Je dois rappeler qu'entre les deux tours de l'élection présidentielle, nous avons connu un contentieux électoral abondant dans ce pays. Et ce contentieux électoral a donné l'occasion de mettre à nu une des parts de la société guinéenne qui, malheureusement, a atteint le barreau aussi, l'ordre des avocats. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire simplement qu'à l'occasion de ce contentieux électoral, nous avons constaté que, pour la première fois, les avocats guinéens, dans leur majorité, se positionnaient en faveur de leur ethnie, en fonction de leur ethnie. Autrement dit, quand c'est l'UFDG qui engage une action en justice, tous les avocats peuvent se ranger d'un côté, et quand c'est le RPG, tous les avocats malinqués se rangent d'un côté. J'ai été personnellement meurtri et déçu par ce comportement parce que j'ai estimé que si jusqu'à présent le barreau guinéen a remporté des victoires dans certains combats, c'est en raison de son unité, en raison du fait que les avocats se sont toujours comportés sans distinction ethnique. Mais pour la première fois, on a constaté malheureusement que les avocats se positionnaient en faveur de leur ethnie. Et en ce qui me concerne personnellement,
je n'ai jamais trouvé de place. Je n'ai jamais trouvé ma place dans ce combat parce que je me sentais très mal à l'aise. Et ce qui a fait que, à chaque fois qu'il y a eu une assemblée générale des avocats, je me suis élevé contre cette pratique. Donc, Monsieur le Président, vous avez réussi à faire en sorte que les débats ne s'enlisent pas dans des considérations ethniques. Vous devez en être remercié, Monsieur le Président. Parce qu'il fallait vous pour pouvoir éviter ce genre de difficultés, ce genre d'obstacles. Parce que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, si vous n'avez pas pris vos responsabilités à un moment donné, il est certain que les débats pourraient virer dans des considérations à caractère purement ethnique. En parlant de cela, Monsieur le Président, je voudrais parler de mon propre cas, de ma propre situation. J'ai été très mal conduit dans ce dossier parce que, en raison de mon patronyme, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accepté, qui n'ont pas admis que je sois avocat de la défense. Pourquoi? Parce que de façon très simple, je dirais même simpliste, les gens ont considéré que dans cette affaire, tous les avocats qui ont un nom à consonance malgré, il faut le dire ici, devraient être du côté de la partie civile, et tous les avocats dont les noms de famille ont une consonance seule devraient être du côté des avocats de la défense. Mais on a oublié des choses, Monsieur le Président. Moi, je suis un avocat. Lorsque je reçois un client dans mon cabinet, je ne lui demande pas à quelle région il appartient. Je ne lui demande pas à quelle ethnie il appartient. Je ne lui demande pas à quelle religion il appartient. Je lui demande simplement quel est votre problème. Est-ce que le problème que la personne pose est juridiquement et moralement défendable? Une fois que les réponses à ces questions sont affirmatives, je prends le dossier. Autrement dit, encore une fois, la défense ne tient pas compte de l'ethnie. La défense ne tient pas compte de la religion. La défense ne tient pas compte de la nationalité. Monsieur le Président, je suis un intégriste de la défense pénale. Je suis un fondamentaliste de la défense pénale. Parce que je considère que la justice est une machine tellement redoutable, est une machine tellement dangereuse que quelquefois, elle n'arrive pas à faire le discernement entre le coupable et l'innocent. Et en plus, Monsieur le Président, lorsque vous prenez les dispositions de notre Constitution, ce sont ces dispositions elles-mêmes qui consacrent ce qu'on appelle le droit de la défense. Le droit de la défense est un droit constitutionnel. Et l'avocat est en première ligne dans la défense pénale. Et cela me paraît d'autant plus important, Monsieur le Président, je l'ai dit, dans un pays, dans une société, nul ne doit accepter l'arbitraire, quelles qu'en soient les raisons. Parce que lorsque vous acceptez que l'arbitraire s'installe dans votre pays, il n'est pas exclu qu'un jour vous soyez victime du même arbitraire. Et en disant cela, Monsieur le Président, je me rappelle une anecdote concernant un prêtre dont on parle souvent lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce prêtre, au moment où le nazisme commençait à atteindre son paroxysme, quand on a commencé à arrêter les intellectuels, ce prêtre a dit: je ne suis pas intellectuel,
ça ne m'intéresse pas. Lorsqu'on a commencé à arrêter les communistes, il a dit, je ne suis pas communiste, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis qu'un prêtre. Lorsqu'on a commencé à arrêter les juifs, il a dit, je ne suis pas juif, ça ne m'intéresse pas, je suis qu'un prêtre. Et lorsqu'on a commencé à arrêter les prêtres, il a fait partie des premiers qu'on a arrêtés. Il n'y avait personne pour lever le petit doigt. Parce que comme l'a dit Stéphane Essen, lorsqu'il y a de l'arbitraire, la pire des attitudes, le pire des comportements, c'est l'indifférence. Je peux dire aujourd'hui, M. le Président, lorsqu'on sous a des difficultés, je dis ça ne m'intéresse pas parce que je suis mal élevé. Lorsque le peuple est en conflit avec la loi, je dis ça ne m'intéresse pas parce que je suis mal élevé. Lorsque le Guernsey est en conflit avec la loi, ça ne m'intéresse pas parce que je suis mal élevé. Mais lorsque le Malinké sera en conflit avec la loi, le peuple, le Guernsey, le Soussou diront ça ne m'intéresse pas parce que je ne suis pas mal élevé. Donc nous avons tous intérêt, M. le Président, à nous battre pour que l'arbitraire ne s'installe pas dans notre pays. Et en ce qui me concerne, M. le Président, ni mon appartenance ethnique, ni mes convictions politiques, ni mon obédience religieuse ne peuvent me permettre de fermer les yeux lorsqu'il y a l'arbitraire. Parce que, M. le Président, la roue de l'histoire tourne. C'est pourquoi je vous dis, M. le Président, qu'aujourd'hui, notre pays s'engage ou est engagé dans une situation qui est très difficile. Je suis au regret de constater qu'actuellement, le Guinéen ne se définit pas en fonction de sa nationalité guinéenne. Le Guinéen se définit en fonction de son ethnie, il se définit en fonction de sa communauté. C'est pourquoi, vous-même actuellement, M. le Président, quand je dis vous, je parle de la justice de façon générale, il vous est actuellement difficile de prendre un dossier ou certains dossiers sensibles. Pourquoi? Parce que dès que vous vous intéressez à certains dossiers, il y a tout de suite une communauté qui se lève pour dire qu'on est en train de s'en prendre à un membre de la communauté sans même se poser la question de savoir qu'est-ce que l'intéressé a eu à faire. Il y a quelques mois, je me rappelle, lorsqu'un ancien ministre de l'économie et des finances a été mis en détention provisoire pour quelques heures, j'ai entendu un sage de la communauté, permettez-moi d'employer ce mot communauté que je n'aime pas, mais parce qu'il est de plus en plus à la mode, il est de plus en plus en vogue. Donc, il y a, disais-je, un membre de la communauté Soussou qui a dit nous constatons qu'actuellement, on est en train de s'attaquer à nos fils, à ceux que nous considérons comme les meilleurs de nos fils, comme nos fils les plus valeureux. Ce n'est pas normal, ça ne peut pas continuer. De sorte qu'aujourd'hui, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, la justice ne peut pas s'intéresser même à des situations, à des cas de droit commun, sans qu'une communauté ne se lève pour dire qu'on est en train de tel ou de tel. C'est vous dire combien de fois la Guinée est en train de s'engager sur une voie périlleuse. Un acquis que l'on peut mettre à l'actif de l'indépendance, c'est le fait d'avoir réussi à gommer, à faire disparaître ces disparités ethniques, ces différences ethniques. Et malheureusement, comme je le disais, ce sont les mêmes différences qui sont en train de ressurgir. Alors, tout cela pour vous dire, M. le Président, que vous avez fait preuve d'un calme, vous avez fait preuve de beaucoup de tact,
pour éviter que des deux côtés, il y ait des débats à caractère purement ethnique. Je dois donc vous en remercier. Monsieur le Président, cela étant dit, je voulais marquer un regret. Un regret pourquoi? Parce que si nous prenons les dispositions de l'article 235 du Code de procédure pénale, la Cour d'assises doit se tenir en principe tous les 4 mois. Tous les 4 mois, il devrait y avoir une session de Cour d'assises. Mais malheureusement, cette disposition n'est pas du tout respectée. Or, si l'article 235 était respecté, nous aurions pu instaurer ce qu'on appelle une véritable tradition de cour d'assises dans notre pays. Et l'avantage de cela, c'est quoi? C'est d'avoir le véritable magistrat de cour d'assises, le véritable avocat de cour d'assises. Parce que, monsieur le Président, contrairement à ce que l'on croit, on ne s'improvise pas magistrat de cour d'assises. On ne s'improvise pas avocat de cour d'assises. Pour être avocat ou magistrat de cour d'assises, il faut avoir pris part à de très nombreuses sessions de cour d'assises. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ce que je veux dire en particulier, c'est que si cette tradition de cour d'assises était respectée, nous aurions pu avoir, par exemple, dans notre pays, de véritables parquetiers qui connaissent leur rôle dans une audience de cour d'assises. Ici, nous avons eu affaire à un représentant du ministère public qui, sauf erreur de ma part, se trouve à pratiquement sa toute première audience de cour d'assises. Naturellement, qu'on le dise également ou qu'on ne le dise pas, cela peut laisser des failles, cela peut entraîner des défaillances. Or, si nous avons ou si nous avions des magistrats de cour d'assises, et en particulier des magistrats de parquet rompus aux audiences de la cour d'assises, on n'aurait pas assisté à ce qu'on a constaté ici. Parce que, Monsieur le Président, Mesdames les conseillères, honorables jurés, dans une audience pénale, dans une audience de cour d'assises en particulier, le rôle du ministère public est, premièrement, de déclencher ou d'exercer l'action publique. Ça, c'est avant le procès. Pendant le procès, de recueillir l'application de la loi et après le procès, d'exercer des voies de recours lorsque cela est nécessaire. Mais ce qui est important à souligner, dans chacune de ces missions, de ces 3 missions fondamentales, le ministère public agit au nom de la société, au nom de la loi. Il n'agit pas au nom d'un gouvernement, il n'agit pas au nom d'un groupe de personnes, il agit au nom de la communauté dans son ensemble. Malheureusement, dans cette affaire, il nous est arrivé à un moment donné de penser que nous avons affaire non pas aux représentants de la société, parce qu'en réalité, le ministère public n'est que l'avocat de la société, n'est que le représentant de la société dans son procès pénal. Et comme je le disais, on a eu l'impression que nous avions affaire non pas aux représentants de la société, mais aux représentants d'un groupe de personnes. Et à ce sujet, Monsieur le Président, parlant du rôle du ministère public dans un procès pénal, je voudrais citer un grand juriste du nom de Faustin Héry, qui a dit ceci: la tâche la plus haute
du ministère public est le développement des moyens de l'accusation. C'est dans ce développement que la science, le talent et le caractère même du magistrat se manifestent à la fois. Nous ne devons à ce sujet faire une seule observation. Ce qu'il ne doit pas perdre de vue, c'est que l'action publique qu'il soutient appartient à la société et qu'elle a pour mission unique de faire régner le droit, qui est le fondement de la vie sociale. Le but de ces efforts ne doit pas être le succès de l'accusation, mais le triomphe de la vérité. Car ce qui importe à la société, ce n'est pas l'accusation, que l'accusation réussisse. C'est que la justice ne soit pas froissée. C'est que le jugement rendu soit la sanction du droit. Fin de citation. Malheureusement, Monsieur le Président, il nous est arrivé de constater dans ce procès qu'en réalité, le ministère public était venu par la seule volonté de faire aboutir l'accusation, par le seul souci d'obtenir des condamnations. Cela me paraît assez déplorable. Et, Monsieur le Président, Mesdames les conseillères, honorables jurés, mon grand frère, Maître Silla, l'a fait remarquer, et je reviens là-dessus. Dans ce dossier, nous avons eu affaire, au niveau du ministère public, à deux personnages. Un personnage respectueux des lois, un personnage collé au texte, un personnage épris de paix et de justice, un personnage dont le seul souci est de faire aboutir ou de faire en sorte qu'il y ait la manifestation de la vérité. Il y a eu ce premier personnage que nous connaissons d'ailleurs, que nous avons toujours connu. Mais il y a eu dans ce procès, ou à l'occasion de ce procès, un autre personnage dont le souci était de faire en sorte qu'il y ait des condamnations vaille pour vaille. Donc, Monsieur le Président, je ne m'adresserai pas au premier personnage. À chaque fois que je parle du procureur dans ce dossier, je parlerai du second personnage. Celui qui, semble-t-il, était animé d'un seul souci, celui d'obtenir des condamnations à tout prix. Monsieur le Président, Mesdames les assesseurs, honorables jurés, l'affaire qui fait l'objet de ces assises a fait couler beaucoup d'encre. Il y en a qui ont dit que ce n'était pas un véritable coup, c'était un coup monté de toutes pièces, c'était une mise en scène, c'était une simple manipulation. Cet argument a choqué les partisans de notre camp, pour qui, en réalité, les ennemis de la démocratie ont voulu attenter à la vie du chef de l'État. Monsieur le Président, en ce qui me concerne encore une fois, très tôt, j'ai marqué ma ligne de conduite. Je ne me suis jamais engagé dans le débat qui consiste à dire qu'il y a eu un coup d'État ou qu'il n'y en a pas eu. À mon avis, c'est un débat, pour moi, qui n'est pas intéressant. Le débat le plus intéressant dans cette affaire, c'est celui de savoir si les personnes ici présentes, si les accusés qu'on a envoyés devant vous sont coupables ou pas des faits pour lesquels ils sont poursuivis. Et à ce niveau, permettez-moi de dire, Monsieur le Président, que l'enquête préliminaire n'a pas été sérieuse. L'enquête préliminaire n'a pas été sérieuse. Pourquoi? Parce que, Monsieur le Président, de façon générale, lorsqu'un crime est commis,
lorsqu'une infraction est commise, la première question que l'enquêteur se pose est celle de savoir à qui profite le crime, à qui profite l'infraction. Et à ce niveau, l'enquêteur doit faire beaucoup attention. Pourquoi? Parce que la réponse à cette question dépend, disons, de la suite des investigations à mener. Et ce que j'ai constaté, c'est que dans ce dossier, les enquêteurs n'ont privilégié une seule piste. Dès qu'on nous a annoncé le lendemain ou le matin du 19 juillet 2011 que le domicile du chef de l'État a fait l'objet d'une attaque en main armée, les enquêteurs ont privilégié une seule piste. Autrement dit, en se posant la question de savoir à qui profite le crime, ils se sont orientés vers une seule piste. Quelle était cette piste? C'était d'abord la piste des anciens collaborateurs du général Sikba Konaté. Pourquoi? Parce que ce sont les gens qui avaient un certain nombre de privilèges qui, du fait de l'élection du nouveau chef d'État, ont perdu ces privilèges. Ça, c'est une part. D'autre part, il faut qu'on ait le courage de le dire, les militaires peuvent. Pourquoi? Parce que nous avons connu une élection présidentielle très compliquée, dramatique même quelquefois, et cela a certainement laissé des traces. Donc les enquêteurs se sont dit, si au lendemain de cette élection, il y a attentat contre le chef de l'État, les véritables auteurs de cet attentat ne peuvent être que les militaires peuvent aigris du fait qu'ils n'étaient pas vraiment satisfaits de l'élection du nouveau chef d'État. Et à ce propos, Monsieur le Président, pourquoi j'ai dit tout à l'heure que les enquêteurs n'ont privilégié qu'une seule piste? Lorsqu'il y a eu l'attentat, il y avait plusieurs pistes que l'on pouvait explorer pour arriver à la manifestation de la vérité. Et au hasard de mes lectures, je suis tombé sur une interview que l'actuel ministre des Affaires étrangères, François Lusséifal, a abordée au journal Jeune Afrique. Et voilà ce qu'il a dit à propos de ce que lui, il pouvait considérer comme étant les mobiles de l'attentat contre le chef de l'État. Il a dit ceci, je le cite: le président a asséché la plupart des circuits de corruption. Or, des chefs militaires